Abordons donc dans un premier moment ce passage de la crise économique et financière à la crise politique en revenant au temps juste d'avant, c'est-à-dire au dernier temps de l'optimisme, ces derniers mois de l'année 1929 qui précèdent le jeudi noir. Il est évidemment difficile au début des années 30 d'ignorer les liens qui se créent entre l'origine économique et financière de la crise, les conséquences sociales et les réactions politiques de la population. Le plus souvent, en effet, on recherche des responsables aux difficultés du moment et on les désigne évidemment en fonction de sa situation propre, de son ancrage idéologique et politique, mais aussi on réagit en fonction des groupes sociaux auxquels on appartient. Alors, avant de revenir sur la manière dont les sociétés vont encaisser ce choc, revenons donc au dernier temps de l'optimisme. Rappelez-vous la fin du chapitre 3. Je vous avais décrit à travers les paroles de Winston Churchill qui était sur le point d'achever son dernier volume de son récit épique de la Première Guerre mondiale, combien à la fin de l'année 1928 et dans les premiers mois de 1929, Winston Churchill finalement traduisait ce sentiment d'impatience dans un avenir qui désormais allait pouvoir être marqué du sceau du progrès. Quelqu'un comme Winston Churchill se réjouissait de l'émergence de ce nouvel ordre mondial stabilisé, édifié sur la base de ces deux traités régionaux que sont Locarno en octobre 25 et le traité naval de Washington du début des années 1920. Et d'une certaine manière, l'embellie sur le front de l'ordre européen semble se poursuivre, puisque on a une double stabilisation politique et économique du pays pivot de l'Europe qu'est l'Allemagne. Alors cette stabilisation politique et économique, elle se traduit par une nouvelle série de négociations sur les réparations de guerre qui sont présidées par l'industriel Owen Young, l'adjoint du banquier Charles Dawes, celui qui avait négocié le premier accord de sauvetage de l'économie allemande et de la stabilisation des relations financières et économiques entre l'Allemagne, les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale en 1924. La stratégie du plan Young, c'est de permettre une petite réduction sur les paiements de l'Allemagne à la France et à la Grande-Bretagne, puisque le montant total des réparations allemandes est réduit à 112 milliards de Reichsmark, mais la grande innovation, c'est que ce remboursement est désormais étalé dans le temps, avec un remboursement en moyenne de 2 milliards de Reichsmark par an, et ce remboursement est étalé jusqu'en 1988. Alors vous le voyez, en se projetant comme ça au-delà de la seconde moitié du XXe siècle, ces négociations autour des dettes de guerre montrent un petit peu cet optimisme résolu puisqu'on arrivait à se projeter sur plusieurs décennies futures. Dans le même temps, le plan Young prévoyait de permettre à l'Allemagne de retrouver sa souveraineté sur la gestion de sa balance des paiements, sa banque centrale, sa compagnie ferroviaire, la Reichsbahn, et c'est l'occasion pour les gouvernements allemands, les élites politiques allemandes et économiques, eh bien, avec ce retour à la souveraineté sur le plan économique et financier, de mener une politique déflationniste pour être de nouveau compétitif sur le plan mondial, car rappelez-vous, la grande force de l'économie allemande, c'est d'être une économie exportatrice. Alors ce qui est intéressant dans cette stabilisation politique et économique, c'est que en même temps, eh bien, elle permet au NSDAP de sortir de son ghetto politique. Rappelez-vous, le NSDAP renaît de ses cendres en 1925 au sortir de quelques mois d'emprisonnement d'Hitler suite à l'échec du putsch de la brasserie en novembre 1923. Hitler tente, sur le modèle de Mussolini, une approche légale d'accès au pouvoir, mais en 1928, lors des élections législatives, son NSDAP obtient à peine 2,6% des suffrages. Il est donc dans un ghetto politique, celui de l'extrême droite. Il n'arrive pas à sortir de ce ghetto, et le plan Young va être l'occasion pour Hitler de redynamiser son mouvement, après donc ce revers électoral désastreux de 1928. Alors comment réussit-il à
sortir de son isolement, eh bien, c'est le plan Young et la constitution de Weimar qui vont lui offrir cette possibilité. Il va réussir en fait à nouer une alliance politique inédite et ponctuelle avec le parti nationaliste conservateur monarchique, le DNVP, avec cette organisation d'anciens combattants proches de l'armée, les casques d'acier, et il va fonder en juillet 1925 une coalition visant à organiser un référendum contre le plan Young. En effet, l'article 73 de la Constitution de Weimar autorise le peuple, c'est-à-dire le démos, le corps électoral, à influencer directement le travail législatif via un référendum. Lorsque on a 10% du corps électoral à travers une collecte de signatures qui dépose une proposition des lois, eh bien on peut organiser un référendum. Et les nazis vont collecter ces signatures et réussir à organiser un référendum qui va se dérouler le 22 décembre 1929. Vous voyez ici, lors de la campagne référendaire, une affiche de propagande de cette coalition contre l'adoption du plan Young. Vous voyez aussi ici des Allemands qui sont ici enchaînés avec ce slogan Bis in die dritte Generation müsst ihr fronen. En quelque sorte, vous êtes enchaînés à la glèbe, comme les paysans étaient enchaînés au servage et à des corvées, jusqu'à la troisième génération. Vous comptez 3 générations, si on compte 20 ans par génération, exactement, on est jusqu'à la fin des années 1980. Alors ce référendum, eh bien, il est donc organisé de manière complètement légale le 22 décembre 1929 et il porte sur l'adoption de, je cite, la loi de la liberté. Les nazis ont fait une proposition de loi qui s'intitule la loi de la liberté qui prévoit la levée de toutes les sanctions du traité de Versailles et l'emprisonnement des signataires du plan Young pour haute trahison, c'est-à-dire le gouvernement de l'époque dirigé par le social-démocrate Müller. Alors ce référendum est un échec sur le plan électoral puisque seulement 13,8% des Allemands sont favorables à cette proposition de loi, mais j'ai envie de dire que le résultat importe peu, dans la mesure où le NSDAP est enfin sorti du ghetto et il apparaît désormais comme une force dynamique au sein du camp national. Il n'empêche que ce référendum est un échec, que le plan Young est ratifié finalement par le Reichstag le 12 mars 1930, et que dans cette vague de stabilisation et d'optimisme, cette photo l'illustre ici, avec des enfants et leur instituteur, eh bien, Stresemann avait négocié en août 1929, avec 5 ans d'avance, l'évacuation complète de la Rhénanie, qui est donc évacuée par les troupes françaises au plus tard, le 30 juin 1930. Et donc, à la suite des négociations sur le plan Young, à la suite des négociations de Stresemann sur l'évacuation de la Rhénanie, l'Allemagne retrouve sa souveraineté, et c'est dans ce contexte qu'à l'automne 1929, Aristide Briand avait profité de cet élan pour prononcer un célèbre discours que vous avez certainement étudié avec Madame Abaléa, qui est son discours du 5 septembre 1929, au cours duquel il lance cette idée d'Union européenne, c'est-à-dire d'une approche économique de la construction européenne, autour de l'établissement d'un système préférentiel de droits de douane, avec cette idée de susciter un bloc européen pour se libérer de la tutelle financière de Wall Street. Il y a cette idée chez Briand donc de partir de l'unité géographique pour créer un lien de solidarité. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Briand confie à son chef de cabinet, Alexis Léger, plus connu sous le nom de Saint-Jean-de-Perse, cette tâche de mettre en place un mémorandum qui doit tenir compte des différents points de vue en présence. Malheureusement, Briand apprend la mort de Stresemann le 3 octobre 1929, et dans la foulée, à la fois la Grande-Bretagne et le successeur de Müller à la tête de la chancellerie en Allemagne, Brüning, le chancelier Brüning, que nous retrouverons dans quelques minutes, eh bien, il refuse de soutenir la proposition de Briand, et l'Allemagne va au contraire chercher à engager une négociation avec l'Autriche en vue d'une union douanière
austro-allemande. Donc, vous le voyez, le contexte est encore un contexte favorable à la diplomatie pragmatique de Briand, à la sécurité collective, à la stabilisation politique et économique et à la prospérité. Les États-Unis incarnent un modèle de prospérité et de société de consommation qui a vocation à se diffuser en Europe, et le président républicain de l'époque, Herbert Hoover, est fier d'annoncer en 1928 que son pays est sur le point de gagner la bataille contre la pauvreté, et que cette société de la prospérité américaine, c'est une société qui approche de la fin de l'histoire d'une certaine manière, puisque par le biais notamment du crédit, par l'accès à l'actionnariat des classes moyennes, les États-Unis semblent être en mesure d'éradiquer définitivement la pauvreté. Donc le climat est à l'optimisme, les voyants sont au vert. Alors quelques indicateurs macroéconomiques indiquent quand même une sorte de déconnexion progressive entre les indicateurs boursiers et l'économie réelle, mais dans cette ivresse de l'optimisme et de ce progrès jugé linéaire, peu d'acteurs politiques s'inquiètent de cette déconnexion progressive entre la bulle financière et l'économie réelle. Et c'est donc dans ce contexte que le crack des jeudis et des vendredis noirs vont ébranler cet ordre international qui était censé arriver à une forme de maturation. Et donc la Grande Dépression va définitivement ébranler ce fragile équilibre qui était né au lendemain de la Première Guerre mondiale.